Petit manuel de dépannage spirituel, un livre de Philippe Lheureux et Stéphanie Martin. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fâche, puisqu'il s'agit de la guerre que se livrent créationnistes et évolutionnistes. Alors d'un côté nous avons les créationnistes qui croient que c'est Dieu qui est à l'origine de la création de l'homme, ainsi que de toutes les autres formes de vie sur la Terre. Et de l'autre, les évolutionnistes qui pensent que la vie est apparue par hasard dans une soupe primitive et que tout ce qui a survécu jusqu'à aujourd'hui n'est que le fruit du hasard des mutations génétiques secondées par la sélection naturelle. Il y a d'ailleurs une petite histoire qui illustre à merveille cette guerre. C'est l'histoire d'une petite fille qui demande à son papa d'où vient l'espèce humaine. « L'homme descend du singe », répond le père. La petite fille va ensuite voir sa maman et lui pose la même question. Cette dernière lui répond « C'est Dieu qui a créé l'espèce humaine ». Petit moment de réflexion, et la question fuse. « Pourquoi dis-tu que c'est Dieu qui a créé l'homme, alors que papa dit que l'homme descend du singe ?» Et la mère répond « C'est parce que ton père t'a parlé de sa famille, et moi de la mienne. » En fait, un peu plus de 150 ans après la publication du livre de Charles Darwin de l'origine des espèces, la controverse fait toujours rage entre évolutionnistes et créationnistes. Vu de l'extérieur, on a presque l'impression qu'il y a deux clans qui s'affrontent sur ce sujet, sans même comprendre vraiment de quoi ils parlent. En effet, opposer la création à l'évolution n'a aucun sens, car il ne saurait y avoir création sans évolution, et évolution sans création. La vraie question étant plutôt de savoir si la création et l'évolution des formes de vie est liée au hasard ou à un processus intelligent. Croire en Dieu ou croire au hasard, c'est toujours croire. Et croire, c'est pour ceux qui n'ont pas l'intelligence leur permettant de savoir. Essayons d'y voir un peu plus clair. Parmi ceux qui se sont penchés sur le sujet, le biologiste français Rémi Chauvin a répondu en 1997 avec un livre intitulé « Le darwinisme ou la fin d'un mythe ». Ce livre est un véritable réquisitoire anti-darwinien, mais il ne conclut pas non plus en faveur de Dieu. Le lecteur comprend seulement qu'il y a encore un énorme travail d'observation de la nature à faire avant de pouvoir tirer des conclusions quant à la nature de l'apparition et de l'évolution de la vie. Tout est beaucoup plus complexe et beaucoup plus imbriqué que ce que l'on pourrait imaginer. Rémi Chauvin était probablement un des plus grands scientifiques français en ce qui concerne la biologie du comportement des insectes, mais il est mort dans l'anonymat le plus complet parce que comme il ne s'interdisait rien, il s'était aussi intéressé aux ovnis et au paranormal, s'attirant ainsi les foudres de la communauté scientifique. J'ai eu l'occasion de discuter 2 heures avec lui dans son château d'Ivois-le-Pré, et c'était vraiment un grand monsieur qui avait préparé le terrain anti-darwinisme avec 2 autres livres que je vous conseille aussi fortement de lire, La biologie de l'esprit et Dieu des fourmis, Dieu des étoiles. Voici maintenant quelques exemples en son hommage qui sont tirés d'un chapitre de mon livre Petit manuel de dépannage spirituel. Je précise que ces 6 exemples d'intelligence évolutionniste sont visibles par tout le monde, et il y en a probablement partout pour peu que l'on étudie le vivant de près. Premier exemple, la pomme. Elle en a inspiré plus d'un, d'Isaac Newton à Jacques Chirac, mais là, accrochez-vous. Tout le monde sait qu'une pomme est un fruit comestible. Coupons-en une en 2. Juste au centre se trouvent ses pépins, c'est-à-dire le matériel génétique de l'arbre. C'est grâce aux pépins qu'il peut se reproduire. Plantez-en un dans le sol et un nouveau pommier prendra racine. La première question qui m'est venue à l'esprit est « Pourquoi le pommier a-t-il éprouvé le besoin d'encapsuler son matériel génétique à l'intérieur d'un fruit comestible ?» À première vue, on pourrait penser que c'est une belle absurdité et que celui-ci va être détruit lors de sa digestion par un mammifère aimant les pommes. Mais il n'en est rien. Non seulement le pépin est calculé pour résister au transit intestinal, mais de plus, l'animal qui mange le fruit permet au pépin de voyager et de ressortir loin de l'arbre d'où il est tombé, engrais compris. Le problème, c'est que même avec des dizaines de milliers d'années d'évolution, comment le pommier, compte tenu du peu de sens dont il dispose, pouvait-il savoir que la reproduction sert à quelque chose et qu'il existe un territoire autour de lui où sa descendance pourrait vivre? Qu'il existait des animaux autour de lui qui ont besoin de manger pour survivre et quel type de nourriture pouvait les intéresser? Imaginez qu'ils soient tous carnivores ou purement herbivores.
À quoi leur servirait une pomme? Comment a-t-il pu savoir qu'un animal peut se déplacer alors que lui ne sait pas ce que c'est puisqu'il est fixe? Comment pouvait-il connaître la manière dont ces animaux digéraient pour pouvoir protéger ses pépins? Le pire, c'est qu'en plus son adaptation doit suivre l'évolution des animaux et celle de leur système digestif. Comment a-t-il fait ensuite pour produire une pomme s'il faisait autrement avant? Comment s'y prend-il pour transmettre une éventuelle mutation positive aux autres pommiers sans risquer une altération de cette mutation? On pourrait penser comme Darwin que cette adaptation n'est que celle qui reste après des dizaines de millions d'autres essais infructueux, mais cela ne correspond à rien d'observable. Il ne faut pas perdre de vue qu'à ce jeu-là, le hasard est un très mauvais inventeur. Même si l'espèce dure assez longtemps, chaque pommier n'a en fait que la durée de sa vie pour tenter de se reproduire. Pourquoi prendrait-il donc le risque d'une mutation pouvant le désolidariser de son espèce? De plus, les pommiers ne sont pas les seuls arbres à se comporter de cette manière. Les poiriers et d'autres espèces végétales en font autant. La solution du pommier n'est donc pas unique. Elle n'est pas non plus indispensable, car d'autres arbres se reproduisent tout aussi bien sans avoir de fruits comestibles. D'après moi, seul quelque chose qui connaissait très bien l'arbre, et certains animaux qui vivent à proximité, pouvaient réaliser cette symbiose entre animal et végétal. Est-ce Dieu? Est-ce une possibilité du vivant de décoder le code génétique d'une autre espèce? Imaginez les Russes et les Américains devant se rejoindre dans l'espace, ayant chacun de leur côté et ne se communiquant pas les plans de leurs engins spatiaux. Quelle chance aurait-il une fois là-haut pour que les sas de leurs engins puissent s'emboîter l'un dans l'autre? En matière d'adaptation, l'intelligence est tout de même nettement plus efficace que le hasard. Deuxième exemple, c'est celui des orchidées qui imitent avec une partie de leurs fleurs les abdomens de différentes femelles d'insectes volants, poils compris, avec les bonnes taches aux bons endroits, la bonne forme, les bonnes couleurs et la bonne odeur. Comment une orchidée, compte tenu des sens dont elle dispose, aurait-elle pu savoir qu'il existait un insecte autour d'elle capable de transporter son pollen? Comment peut-elle avoir conscience de la présence d'une autre orchidée, située bien souvent à plusieurs kilomètres d'elle? Comment a-t-elle su comment attirer un insecte qui voit le monde d'une manière différente? Comment a-t-elle pu modifier la génétique de son corps pour faire apparaître cette imitation, alors que les hommes ne sont même pas capables de naître sans prépuce après des milliers d'années de circoncision? Comment toutes ces fleurs s'y prennent-elles pour suivre ensemble l'évolution naturelle des insectes imités? Vous imaginez un peu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je vais imiter l'abdomen d'une mouche. Et toi? Moi, je vais tenter celui d'une guêpe. C'est du délire de voir qu'en plus, elles ont toutes réussi. Encore une fois, l'intervention d'une forme d'intelligence arrange bien les choses. Troisième exemple, celui des parasites. Alors là, accrochez-vous vraiment. Prenons l'exemple de la douve qui, pour atteindre son stade adulte et pouvoir se reproduire, doit passer par des hôtes intermédiaires. Une douve pond des millions d'œufs à partir du moment où elle est dans le foie de l'animal à parasiter. Mais pour y arriver, jugez plutôt du parcours. Les œufs tombent dans l'herbe avec les excréments de l'animal. À partir de là, premier chronomètre. Il faut qu'un escargot d'une certaine espèce bien particulière passe par là et avale une partie des œufs. Il a bien sûr un certain temps pour ça, sinon c'est la mort des œufs. Dans l'escargot, les œufs suivent un parcours complexe, déjouent le système immunitaire de l'escargot, se transforment physiquement et ressortent par le trou de reproduction. Deuxième chronomètre, ils sont dehors et ils attendent qu'une fourmi d'une certaine espèce passe par là et les prenne pour de la nourriture. Dans l'estomac de la fourmi, ça devient dingue. Voilà que les parasites percent l'estomac de la fourmi pour passer de l'autre côté, mais rebouchent les trous pour la conserver vivante. Un des parasites se dévoue pour monter jusqu'au cerveau de la fourmi et en prendre le contrôle. Pendant ce temps-là, les autres se transforment pour l'étape suivante. Le parasite qui a pris le contrôle du cerveau de la fourmi la force tous les soirs à quitter le nid et à monter en haut d'un brin d'herbe. La journée, la fourmi mène une vie normale. Mais tout ça, c'est pour attendre le mouton. Ceci dit, le parasite qui a pris le contrôle de la fourmi meurt digéré par les sucs digestifs du mouton, alors que les autres qui ont eu le temps de se forger une carapace arrivent à boucler le cycle après un parcours héroïque pour arriver à échapper au système immunitaire du mouton. Non, vous ne rêvez pas. Toute autre méthode de reproduction aurait été plus simple. Comment un parasite microscopique
peut-il avoir une telle connaissance des différents hôtes? Pourquoi un des parasites avalés par la fourmi décide-t-il de se sacrifier pour que ses congénères survivent? Comment peut-il arriver à modifier le comportement de la fourmi pour la faire attendre tous les soirs en haut d'un brin d'herbe? Comment peut-il avoir conscience qu'un mouton a besoin de brouter de l'herbe pour se nourrir? Quatrième exemple, le papillon Kalima. Imaginez deux papillons sur une branche. Un oiseau arrive et en mange un. L'autre s'envole. Celui qui est mort ne peut plus se reproduire. Celui qui est toujours vivant a eu de la chance, mais il continue à voler sans se poser de questions. Pourquoi s'en poserait-il d'ailleurs, puisqu'il n'est qu'un papillon, et qu'après tout, il ne lui est rien arrivé de fâcheux? Le papillon a une vie très courte. Il n'a pas vraiment le temps de comprendre qui lui veut du mal dans tout ce monde qui l'entoure. Pourquoi chercherait-il donc à se protéger du regard de son prédateur? Et puis, comment pourrait-il savoir comment son prédateur le repère? Comment voit un oiseau? Il faut être un oiseau pour le savoir, pas un papillon. Imaginons que l'oiseau se sert de son odorat et non de sa vue pour repérer sa proie. À quoi bon se transformer en feuille pour se cacher? C'est pourtant ce qu'a fait le Kalima, un magnifique papillon, imitant à la perfection une feuille, tache de moisissure comprise. Posé sur une branche, le bas de ses ailes imite parfaitement le départ de la feuille. Même l'œil humain est dupé. Dans la nature, l'immobilité suffit le plus souvent à éviter de se faire repérer. Alors pourquoi ce luxe de détail? Un autre problème se pose. Ce camouflage si bien réussi peut être un obstacle à la reproduction du papillon qui peut carrément passer inaperçu aux yeux de ses congénères. Un comble. Cinquième exemple, l'invention de l'aile. Pour qu'une aile puisse remplir son rôle et transporter par exemple un insecte dans l'air, il faut que sa surface portante, sa résistance mécanique, son système musculaire et son système nerveux soient opérationnels. C'est complexe une aile, mine de rien. Si l'évolution se fait au hasard des mutations génétiques, alors l'aile n'a pas pu apparaître d'un seul coup. Il a fallu des milliers de générations et de la sélection naturelle à gogo pour qu'elle apparaisse enfin. Le seul problème est qu'on peut se demander pourquoi la sélection naturelle aurait conservé des insectes munis d'embryons d'ailes qui ne servent à rien, jusqu'à ce que l'aile puisse fonctionner correctement. Un insecte muni de telles excroissances inutilisables aurait dû disparaître du fait même de son handicap. Sélection naturelle oblige. Sixième et dernier exemple avant de passer à autre chose. Le poisson qui efface son ombre. Certains poissons des profondeurs ont le ventre tapissé de cellules qui produisent de la lumière froide. Pourquoi? Parce que les soirs de pleine lune, quand ils remontent vers la surface éclairée pour se nourrir, leurs corps apparaissent comme des taches noires sur fond clair pour d'éventuels prédateurs situés sous eux. Ils se servent donc de ces cellules lumineuses pour reproduire exactement la quantité de lumière que leur corps absorbe et réussissent ainsi à effacer leurs ombres. Il suffisait d'y penser, pardi. Étonnant d'ailleurs que les militaires n'y aient pas encore pensé pour faire disparaître l'ombre de leurs avions. Conclusion. À la vue de ces exemples, on peut raisonnablement en déduire qu'il existe bel et bien un processus intelligent derrière la création et l'évolution des formes de vie sur la Terre. Ce processus a l'air de très bien connaître le milieu dans lequel il opère, et il n'est en rien concentré uniquement sur le cas de l'homme, puisqu'il met autant de science dans la construction de n'importe quelle forme de vie, y compris celles qui sont nuisibles à l'homme. De plus, il ne s'occupe que des corps et non de la conscience qui existe à l'intérieur de ces corps, car celle-ci n'hérite jamais de cette connaissance. Si la conscience pouvait hériter de cette connaissance, personne ne fumerait, et nos esprits seraient tous en parfaite harmonie avec nos corps. Or, c'est loin d'être le cas. Pour ce processus, l'homme n'est qu'un animal parmi des milliards d'autres, et rien de plus. Et, chose très importante, il n'a absolument rien à voir avec Dieu ou Allah, tel que décrit dans la Bible ou le Coran. J'ai encore en mémoire un livre des témoins de Jéhovah, intitulé « Évolution ou création », où l'auteur s'appuyait sur des faits scientifiques similaires à ceux décrits ci-dessus, pour sauter du coq à l'âne et tenter d'imposer une vision de Dieu essentiellement préoccupée par les affaires humaines. On retrouve aussi actuellement tout un tas de vidéos YouTube reprenant des études de chercheurs occidentaux sur les symbioses ou sur l'univers, qui sont utilisées pour essayer de convaincre de l'existence d'Allah, préoccupé, encore une fois de plus, uniquement par les affaires humaines. En général, ce genre de vidéo est d'une mauvaise foi pas possible, mais peu importe, certains se laissent facilement duper.
Il faut savoir que vouloir faire rentrer Dieu ou Allah dans un livre est une activité purement humaine et uniquement destinée à la manipulation mentale d'un groupe d'individus. Si l'on en juge par le nombre de gens qui pratiquent une religion, la seule chose que l'on peut vraiment constater, ce n'est pas que Dieu ou Allah existe, mais plutôt que toute croyance est la preuve que la connerie est une maladie mentale extrêmement contagieuse, et que tout cerveau parasité par une croyance à la con peut aller jusqu'à tuer pour protéger son ignorance. Dans tous les cas, les religions n'ont jamais fait progresser la connaissance de Dieu, parce qu'au lieu d'observer ce qui se passe vraiment dans la nature, elles ont passé leur temps à essayer de tuer tous ceux qui ne pensaient pas comme elles, et à terroriser les survivants, jusqu'à ce qu'ils finissent par croire par imitation, dans le simple but d'éviter une sanction. Bon, je ne vais pas changer le monde, mais si vous voulez vraiment aller plus loin dans la connaissance du monde surprenant dans lequel vous vivez vraiment, je vous conseille de regarder 3 de mes autres vidéos YouTube. La première s'intitule « Qu'est-ce que la matière vivante ?» La deuxième « Un même esprit peut-il habiter successivement 2 corps différents ?» Et la troisième « Passé, présent, futur ». Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de la faire connaître à vos amis. Bonne journée.